Ils envahissent l'Europe, l'Australie, le Canada et les États-Unis. Des migrants et musulmans fuyant les pays arabes et majoritairement musulmans du Moyen-Orient. Et pourtant, il y a un pays au Moyen-Orient dont les musulmans ne fuient pas. Un pays où ils ne sont pas opprimés. Un pays où leurs droits religieux sont respectés, leurs fêtes reconnues et leur communauté intégrée à tous les niveaux de la société. Pouvez-vous deviner de quel pays il s'agit? Bonjour, je suis Daniel Siman et merci de nous rejoindre sur Straight Up au studio JNS Télévision à Jérusalem, Israël. C'est incroyable, vraiment, même étonnant. Alors que les musulmans, les idéologues de gauche et une grande partie des médias en Occident, ainsi que les soi-disant organisations de défense des droits de l'homme, lancent toutes les accusations imaginables contre Israël. Apartheid, génocide, nettoyage ethnique. Israël est le seul pays d'où les musulmans ne migrent pas massivement. Les musulmans en Israël ne semblent jamais fuir les soi-disant horreurs que d'autres leur attribuent. Non seulement ils restent ici, mais ils prospèrent. Parce que, contrairement au régime qu'ils fuient, Israël ne les maltraite pas. Israël respecte leur foi, protège leurs droits et leur offre des opportunités. L'hypocrisie est stupéfiante. Les citoyens musulmans d'Israël cohabitent avec des voisins juifs dans des villes comme Beersheva, Haïfa, Lod et Jérusalem. Ils sont enseignants, médecins, ouvriers, avocats, journalistes, universitaires, fonctionnaires, policiers et soldats. Ils peuvent élire et être élus, ils préservent leur identité culturelle et religieuse, et ils vivent selon les principes d'une société libre. Ce sont des citoyens jouissant de droits complets et égaux, tout comme chaque autre citoyen d'Israël. Et cela parce qu'Israël est le seul pays du Moyen-Orient où l'islam ne domine pas. Et le peuple juif est la seule minorité autochtone de la région à jouir de la souveraineté. Pourquoi? Parce que nous, les Juifs, sommes la seule minorité au Moyen-Orient qui peut réellement se défendre. C'est pourquoi nous ne sommes pas persécutés ici. C'est pourquoi nous ne sommes pas effacés. C'est pourquoi nous sommes toujours là. Cela suffit à rendre les musulmans fous. Les suprémacistes islamiques, qui ne peuvent pas nous vaincre sur le champ de bataille, détournent leur haine vers les Juifs en Occident. C'est le seul endroit où ils ont un avantage sur nous avec l'argent, le nombre et l'influence. Et ils peuvent libérer leur frustration de ne pas pouvoir nous soumettre ici. Ils profitent des libertés de ces pays pour attaquer les Juifs et Israël. Eux, avec des Occidentaux aveugles, distraits et sûrs de leur justice, ignorants de ce qui les attend. Ce sont eux qui acclament les guerriers en kéfier dans les rues de Sydney, Londres et New York. Des champions de la taquilla et du mensonge. Des violateurs de toutes les valeurs libérales et humanitaires qu'ils prétendent défendre. Ils flattent les mêmes personnes qui oppriment les Kurdes, les Yézidis, les Bahaïs, les Coptes, les Druzes, les chrétiens, les Araméens et toutes les minorités vulnérables du Moyen-Orient. Les musulmans sont 1 milliard de personnes occupant des terres de la Mauritanie à l'ouest jusqu'aux frontières de la Chine. Ils ont inventé un peuple pour justifier leur tentative de s'emparer d'une parcelle du seul État libre de la région. Et quand Israël se défend, quand nous écrasons leur terreur et leur haine, ils crient à la colonisation. Ils publient des selfies de café glacé et de gâteaux dans des cafés chics de Gaza tout en prétendant mourir de faim. Ils profitent des salons de manucure tout en accusant de génocide. Ils instrumentalisent la culpabilité occidentale, amplifiée par des médias biaisés et avalée sans réserve par l'élite éveillée de l'Occident. Oui, je sais que la guerre de l'information compte, mais ceci, ce que vous regardez maintenant, c'est le langage qu'ils comprennent, parce qu'avec les musulmans, il n'y a pas d'apaisement, il n'y a pas de paix, il n'y a que des intérêts. Et leur faire comprendre dans leur propre langage l'erreur de leur voix. Et ce sont ces scènes qu'ils retiendront. À tous les voyous musulmans qui agressent des juifs en Occident, voici ce qui vous arrivera chaque fois que vous attaquez Israël. Et en plus de pointer du doigt Israël avec toutes les accusations possibles, ils nieront les atrocités qu'ils commettent eux-mêmes. Sous-entendre que la famille Bivas ou d'autres enfants d'Israël tués le 7 octobre n'ont pas été massacrés par eux. Le 7 octobre n'apportait rien de nouveau, juste à plus grande échelle. Ils ont tué les parents Fogel et leurs 3 enfants, dont le bébé Hadas, en 2011. Ils ont aussi abattu Daniel Sheffield, 5 ans caché sous son lit à Adwa en 2002. Ils ont tiré sur Shalevit Pass, âgé de 10 mois, qui était dans les bras de son père à Hébron en 2001. Ils ont assassiné Aynat Haran, 4 ans, en lui fracassant le crâne contre un rocher à Naharia en 1979.
Ils ont exécuté 21 élèves de collège. Ils ont pris des otages dans une école à Malo en 1974 et tué des enfants dans un bus détourné depuis Eilat en 1954. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses atrocités que nous avons endurées ici. Pour eux, oui, il y a toujours une excuse, toujours une justification. La prison à ciel ouvert, l'occupation, le colonialisme. Mais si c'était vrai, pourquoi tuent-ils aussi des Druzes en Syrie, des chrétiens au Soudan et au Nigeria? Quelle est leur excuse pour ces atrocités? L'Occident adopte chaque accusation calomnieuse contre Israël ou les Juifs, mais reste silencieux devant ces vraies atrocités. Mais ce n'est pas que notre guerre. Pour eux, nous sommes le petit Satan, le peuple du samedi. Vous êtes le peuple du dimanche, le grand Satan qu'ils viendront chercher ensuite. Ils déclarent ouvertement et sans vergogne leur intention de prendre le contrôle et de gouverner. Vous êtes le Dar al-Kharb, la terre qu'ils prendront par l'épée. Jusqu'à ce que cette terre devienne Dar Islam, la terre de l'islam, ils se battront. Jake Wallace Simmons, commentateur britannique, l'a clairement dit. Israël est en position de force, avec une société résiliente, une économie prospère et une démographie jeune, tandis que l'Occident est réellement en danger. Des décennies d'immigration incontrôlée et de division politique accélèrent son effondrement et une décadence sociale durable. La guerre d'Israël touche peut-être à sa fin, mais pour l'Occident, elle ne fait que commencer. Le monde musulman se moque maintenant de New York. La plus grande ville du monde va tomber. Sans aucun coup de feu, ses portes se sont ouvertes, ceux trop aveuglés par la stupidité laissant entrer le cheval de Troie djihadistes. Ça a toujours été le plan. Conquérir les esprits via l'académique, empoisonner la culture par le progressisme, prendre les villes, puis dévorer la civilisation. Et pendant que les ploucs idiots et les crétins de la droite éveillée déchirent le Parti républicain en se focalisant sur les Juifs, leur pays est en train d'être envahi. Et en face, les dégénérés de la gauche, incapables de distinguer un homme d'une femme, ils prétendent savoir ce qui est mal et ce qui ne l'est pas. Vous orchestrez la chute de vos propres sociétés parce que l'islam ne fait pas de compromis, il ne s'assimile pas. L'islam, il conquiert. Et cela nous amène au cœur du problème. Parce que, tandis qu'Israël a mené et gagné des batailles sur le terrain, l'Occident commence seulement à comprendre la guerre dans laquelle il se trouve. Une guerre d'idéologie, d'infiltration et de conquête culturelle sans chars ni missiles. Pour analyser cela, je suis aujourd'hui avec quelqu'un en première ligne de cette conversation depuis des années. Zvi Yehezkeli, journaliste et l'un des principaux experts israéliens du monde arabe et islamique. Il a réalisé des reportages dans des mosquées, des camps de réfugiés et des cercles politiques, voyant ce que l'Occident refuse d'admettre. Bonjour Zvi, je vois que tu es en route vers ou depuis la chaîne I24 où tu travailles. Alors commençons simplement par l'évidence. Est-ce que le reste des gens en Occident comprennent ce qui leur arrive? Et comment pouvez-vous les éclairer pour qu'ils comprennent mieux ce à quoi ils sont confrontés? Merci Daniel pour la question. Je pense que les gens de l'Occident, même nous en tant qu'Israéliens, nous avons oublié qu'il y a une guerre, qu'il y a beaucoup de chemin vers la guerre. Vous savez, depuis le début des années 90, quand l'Union soviétique s'est effondrée, nous avons pensé que c'était fini. C'est la fin de l'histoire et les gens vont oublier leur identité et leur religion. Et ce qui s'est passé à cette époque, c'est qu'il y a eu un choc des civilisations comme le professeur Samuel Antico a dit. Et le choc, c'est que l'islam s'oppose à l'Occident, mais parfois on ne se rend pas compte qu'il s'agit d'un affrontement. Parce qu'on voit des immigrés, on se dit que c'est dans une société démocratique. Nous pouvons gérer ça. Non, l'Occident est attaqué par l'islam radical, par l'islam modéré, par les frères musulmans. Regarde ce qui s'est passé à New York, Danny, un maire qui dit qu'il est communiste, mais lors de sa première apparition en tant que maire, il va à la mosquée. Et le gars crie « Allah Akbar ». C'est ce qu'on appelle la taqiyya islamique. Tu te caches derrière des slogans. Liberté de liberté, slogans libéraux et à l'intérieur, c'est de l'islam. Et c'est ce qui est arrivé à New York, c'est ce qui est arrivé à Londres, c'est ce qui va arriver en Italie, en Belgique et en Allemagne. Mais je pense que l'Occident doit se réveiller. Avant que nous n'abordions ce à quoi ils sont confrontés.
Dans mon monologue aujourd'hui, j'ai évoqué qu'Israël est le seul pays du Moyen-Orient où les musulmans ne fuient pas, et que dans notre société, dans une large mesure, il y a des éléments qui ne coopèrent pas pleinement avec le pays ici. Mais en Israël, relativement, quand on pense que près de 20% de notre population est musulmane, nous vivons ensemble depuis très longtemps. En quoi Israël est-il différent des pays européens, par exemple? D'abord parce que c'est notre seul pays. Nous n'avons nulle part où aller. Deuxièmement, parce que nous nous battons. Ici, la guerre est partout. Depuis la déclaration d'indépendance en 1948, nous luttons pour notre indépendance et notre survie. En 1948, puis en 1967, en 1973, la guerre du Liban et toutes les intifadas qui ont duré 2 décennies. La guerre, ce n'est pas un terme si étrange pour les Israéliens. Deuxièmement, je pense que les Arabes israéliens qui vivent en Israël sont parfois un peu confus. Je vais vous expliquer pourquoi. On leur a dit qu'ils faisaient partie de nous, qu'ils étaient Israéliens. Mais depuis les accords, on leur a aussi dit, regardez, il y a une identité palestinienne, une identité nationale, vous faites partie d'eux. Et maintenant, ils disent bon, qu'ils sont palestiniens vivant sous l'occupation du régime israélien. C'est notre faute. Nous avons un pays. Nous pouvons accueillir, nous accueillerons tous ceux qui veulent vivre avec nous, mais à condition de reconnaître le droit d'Israël à exister. Et je pense que c'est le problème avec l'arabe de la Cisjordanie, l'arabe de Gaza, les immigrés musulmans, la manifestation universitaire. Ils ne reconnaissent pas le droit fondamental d'Israël à exister et je pense que c'est pour cela que nous, les Israéliens, nous nous battons et nous leur disons, écoutez, vous pouvez rester ici, mais selon nos règles. Je crois vraiment que parfois en Europe, à l'avenir, ce sera la même chose parce que ce que nous vivons maintenant, ce sera pareil en Europe. Après le 7 octobre, nous ne pouvons plus nous permettre de dormir. Et cela arrivera en Occident dans la prochaine décennie, croyez-moi. Donc, vous dites que nous leur faisons comprendre nos droits et qu'ils apprennent à les respecter. Au fil des années, l'Europe n'a pas fait cela. L'Europe s'est pliée à eux. Je veux ainsi montrer la différence avec ce que nous faisons ici. Oui, nous continuons. Dans un conflit, mais le 7 octobre, beaucoup d'Arabes israéliens, et je pense même que le Hamas s'attendait à ce qu'il ne se révolte pas contre le gouvernement israélien. Ils n'en voient pas la nécessité, mais en Europe, le message est différent. En Europe, quand les quartiers grandissent et les chiffres augmentent, ils le voient comme une occupation, comme faisant partie de leur croyance islamique. Je pense que les Européens ne comprennent pas à qui ils ont affaire. Oui, je vais vous dire quelque chose sur la communauté arabe israélienne. Par rapport à ce que vous avez dit sur le 7 octobre, les Arabes israéliens en Israël, ils ont eu de l'expérience. En 2021, nous avons eu ici comme une sorte de petite guerre civile, vous savez, dans les villes communistes de Lod, Ramla et Haïfa. Ils voient qu'ils ont quelque chose à perdre. Ils ne veulent pas que Gaza leur dicte quand ils vont faire leur intifada contre les Juifs. Ils vivent en Israël, ils ont une identité et un passeport israélien, et ainsi de suite. Et ils ne veulent pas être un outil entre les mains des Palestiniens. Chaque fois qu'ils agiront quand ils décideront. Ensuite, ils ont quelque chose à perdre. Je vis à Gush Etzion. Et maintenant, parce qu'il y a du calme, tous les Arabes et les ouvriers reviennent travailler dans les endroits. Et j'ai vu un gars que je connaissais. Il m'a dit « Zvi, comment vas-tu? Comment se sont passées les 2 dernières années ?» Je lui ai demandé « Comment as-tu vécu ces 2 années ?» Il m'a répondu « C'était difficile. » Je lui ai dit « Que penses-tu du 7 octobre ?» Il a répondu « Je suis contre, je suis contre. Je suis avec toi. Je suis contre le 7 octobre. » Je lui ai demandé pourquoi tu es contre le 7 octobre. Il a dit parce qu'ils nous ont retiré la permission de travailler en Israël. Pourquoi? C'est moi qui l'ai fait. Je ne te tue pas parce que ça n'en vaut pas la peine. Quand ils voient leur vie et qu'ils voient qu'ils ont quelque chose à perdre, ils ne vont pas le faire. En Europe, ils n'ont rien à perdre.
ils manifestent, ils disent la vérité, je ne suis pas reconnu et je ne vous accepte pas comme un pays légitime. Et je crois qu'à l'intérieur d'Israël, il y a des gens qui pensent qu'un jour je partirai d'ici, mais ils ne me le disent pas. C'est taquilla et cela fait partie de notre pouvoir. Si tu es puissant, personne ne te défiera. Mais quand ils verront que tu es faible, ils te défieront. Et c'est ce que l'Europe est, c'est ce qu'ils font, ils projettent de la faiblesse. Exactement, je pense que tu sais. Ce matin-là, j'ai parlé avec un ami, avec mes amis à Berlin, et je lui ai demandé « De quoi s'agit-il, la manifestation? Qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Parce qu'il y a un cessez-le-feu à Gaza. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Il a dit « Ils manifestent toujours. » J'ai dit « Pourquoi ?» Il a dit « Ils ont pris le contrôle de la rue et ils ne vont pas abandonner. Ils trouveront autre chose. » Mais le drapeau palestinien, c'est le drapeau de la manifestation, le drapeau de l'immigration, le drapeau de l'affrontement dont je t'ai parlé. C'est le combat entre le bien et le mal, ce que l'Occident ne comprend pas. Nous faisons partie du bien, nous menons le combat d'Israël contre le Hamas, nous menons le combat de la civilisation, la bonne, la démocratique, la libérale, la civilisation morale, contre ceux qui veulent nous détruire. Ils ne comprennent pas, ils croient que c'est une manifestation, donc elle va continuer. Parce que les Européens ne comprennent pas exactement ce que l'islam leur prépare. Ils ne peuvent pas imaginer que, pour eux, c'est un signe de force. Ils sont dehors dans les rues, ils prient dans les rues. Les mêmes choses vont maintenant se produire à New York. Et c'est New York qui va marquer le 25e anniversaire de l'attaque d'Al-Qaïda contre elle, ce qui pour eux a été un immense succès. Peu importe ce qui s'est passé après, ils ont frappé. L'Occident ne semble pas comprendre le symbolisme. Ils ne comprennent pas comment l'islam interprète ces choses et ces actions, ce que cela signifie pour eux. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte que, très lentement, le même symbolisme va se produire à New York et dans d'autres endroits aux États-Unis. Oui, tu as raison, et ça va être lent. Tu sais, ils peuvent relier les points entre eux parce que, tu sais, le djihad a de nombreuses façons. Tu as de nombreuses façons de mener le djihad. L'attentat terroriste du 11 septembre était un groupe de terroristes qui a frappé les États-Unis et depuis, les États-Unis ont envahi l'Afghanistan et l'Irak. Et maintenant, c'est devenu, tu sais, ils doivent se venger. Et l'islam, il s'est dit, je ne peux pas vaincre les États-Unis avec des avions qui s'écrasent sur des bâtiments et des attentats terroristes. Le djihad silencieux est plus efficace et meilleur pour moi avec des résultats incroyables. Regarde ce qui s'est passé à New York. Je me souviens du débat pour ou contre la construction d'un centre culturel, une mosquée pas loin de Ground Zero. Et ils ont dit, non, il n'y aura pas de mosquée ici. Et regarde ce qui s'est passé maintenant. Quand tu voyageais à Brooklyn ou dans le New Jersey ou même à New York, tu peux voir l'islam, tu vois les vendeurs halal, tu vois que c'est partout. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient la démocratie contre les États-Unis. Et je pense que le djihad silencieux donne beaucoup de bons résultats pour l'islam. Voyez ce qui s'est passé. Je pense que Mamdani est très intelligent. Il ne fera pas tout, ni tout changer d'un coup, la mosquée, le hijab, etc. Doucement, doucement, il va compenser les immigrés et les autres personnes vulnérables. Les parties de la société et les habitants d'origine et les juifs se retrouveront dans 2 ou 3 ans dans une situation très étrange. Ce n'est pas leur maison, mais ça va être comme ce qui se passe en Angleterre, à Londres. Ce ne sera pas au même moment, mais petit à petit, ça va changer. Et ici encore, en Occident, ils ne réalisent pas qu'en cédant à cela, en leur permettant d'avoir des tribunaux de la charia, en ayant des policiers musulmans, en acceptant la mise en place de règles et de lois musulmanes à certains endroits. Cela ne les calme pas, ça les encourage seulement.
Vous avez passé du temps en Europe, vous avez passé du temps parmi les communautés musulmanes dans ces endroits. Où voyez-vous comment, encore une fois, traduisent-ils ce que les autres pensent être des moyens d'apaiser les choses? Cela ne fait que les encourager. Pouvez-vous partager certaines de vos observations recueillies au fil des années en réalisant des documentaires sur ce sujet? Oui, le documentaire était aussi aux États-Unis. J'ai fait un reportage à Tampa, qu'il dans tout son village près de Tampa et qu'il opère simplement comme un village des frères musulmans. Je veux juste dire, je veux que tu mettes l'accent sur une chose. Parfois, les sociétés démocratiques ne savent pas exactement ce qui se passe avec les musulmans. Immigrés, je répète, aucun problème avec l'islam ni avec un officier musulman. Si le musulman dans l'islam est la croyance, la foi, ahlan, salan, bienvenue. Mais si tu prends ta foi ou ta croyance ou ta religion pour te croire supérieur à moi, ou si tu penses que je suis un kafir ou le gars que tu dois tuer ou quelqu'un à dominer, c'est là le problème. Et c'est là que la société démocratique ne fait pas la différence entre la légitimité de l'islam religieux et le contrôle exercé au nom de l'islam. C'est pourquoi ils se trompent toujours. Regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. En Angleterre, par exemple, une femme qui était en train de se faire violer par un immigré, elle a écrit un message contre l'islam. Elle a été arrêtée immédiatement. Et maintenant, elle est en prison depuis plus longtemps que l'homme qui l'a violée. Ou si vous partagez une telle publication, vous pouvez être condamné. Donc aujourd'hui, la société démocratique, d'abord, ils ne savent pas ce qu'est l'islam. Deuxièmement, ils donnent à l'islam toute la liberté d'agir contre eux et ensuite, ils agissent à l'intérieur d'eux-mêmes, contre eux-mêmes. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. 30 arrestations chaque jour pour cette raison. Qu'est-ce qui va arriver? Tu ne peux pas brandir ton drapeau en Grande-Bretagne. Donc je crois vraiment que dans ces pays, dans les grands pays d'Europe, l'Angleterre, la France et Berlin, il va y avoir un affrontement. Parfois, c'est sûr. Cherche-t-il cet affrontement? Cherche-t-il? Il est clair que je n'ai même pas envie d'appeler ça djihadiste, parce que c'est l'islam pur dans sa version la plus pure. Ils veulent instaurer le califat dans le monde entier. Ce sera leur réussite. Donc ils cherchent ce conflit et finiront par y parvenir. Combien de temps? Dans combien de temps voyez-vous cela arriver? Quels sont les signes que cela se produit déjà et que chacun de nos téléspectateurs peut déjà identifier? Ils ne s'en rendent peut-être même pas compte, mais peut-être pouvez-vous attirer leur attention là-dessus. D'abord, on ne peut pas le voir parce que parfois, vous savez, ça va. Le plus problématique, c'est que vous ne pouvez pas tracer la ligne entre les points et les incidents, les cas et les phénomènes. C'est ça le problème, parce que quand un gars vient en France, qu'il a immigré de Syrie par exemple, ou en Allemagne, il vient pour vivre sa vie. Mais parfois, on ne sait pas quand cela s'est produit. Il est devenu un ambassadeur de l'islam. Maintenant, il a un travail à faire, la dawa. Qu'est-ce que la dawa? C'est invité à pratiquer l'islam, c'est un messager. C'est pourquoi le Qatar et la Turquie utilisent cela, des immigrés, pour qu'ils soient comme des pionniers, comme des ambassadeurs de l'islam là-bas. Et regarde, ils font le travail. Le problème, c'est que les Européens ne voient pas la guerre religieuse parce qu'ils n'ont pas de religion. L'Église a disparu de la vie de l'Occident. En Angleterre, on voit maintenant des gens revenir à la religion et retourner à l'Église parce qu'ils savent que c'est un combat d'identité et ce combat va continuer parce qu'un jour, des gars comme Tommy Robinson et des gars comme Geert Wilders aux Pays-Bas ou en Allemagne, l'alternative für Deutschland dira « ça suffit ». Stop, jusqu'ici, nous voulons protéger nos enfants s'ils ont des enfants. Et ça va être parce qu'ils ne vont pas abandonner. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est
à quel point l'islam a pénétré leur vie. Ils le découvriront le jour de l'affrontement. Et je pense que nous sommes au jour de l'affrontement. Ils se réveillent. Ce n'est pas censé être un affrontement violent. Mais prenez par exemple une ville comme Malmö, en Suède. Malmö aujourd'hui est composé à 45% de musulmans. Les réunions municipales se font avec des traducteurs, donc c'est assez évident que ça va se faire lentement. Waouh! Est-ce que tu vois quelque chose d'optimiste? Penses-tu qu'il y ait une façon de parler du retour à la religion, à l'identité? Je voudrais conclure avec quelque chose. Vois-tu quelque chose de positif qui pourrait sauver l'Occident? D'abord, je suis très optimiste. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis israélien et juif. Le judaïsme, c'est être optimiste. Parce que regarde ce qui s'est passé en Israël depuis le 7 octobre. Maintenant, nous avons ramené Hadal Golding après 11 ans. Nous sommes en train de progresser et notre économie va prospérer. Notre société va prospérer. Parce que après avoir reconnu l'ennemi, combattu et gagné, comme cela s'est passé ici, nous pouvons continuer et accomplir cela, gagner, ça va être bien. Et je pense que vous demandez à propos de l'Europe, si les Européens vont tirer des leçons de notre expérience, de notre cas, sur la façon de ne pas faire d'erreurs, se tromper et de faire toutes les erreurs en chemin, ils peuvent sauver leur pays. Ils peuvent vivre avec des musulmans, mais pas sous la charia musulmane, ni sous les règles musulmanes, sous la démocratie et l'égalité, et ainsi de suite. Mais ils doivent insister, ils doivent se battre pour cela. Avec les Israéliens, nous n'avons que ce pays. Et je pense que ce pays, si nous terminons la guerre en gagnant complètement, sera un endroit meilleur que tous les pays d'Europe. Et c'est la chose optimiste que je propose. Danny, tu sais, je n'en ai pas l'air, mais je suis religieux. Je suis né comme un enfant juif israélien laïque à Jérusalem. Journaliste à Jénine, Zakaria Zubeidi, l'un des terroristes les plus recherchés, m'a braqué une arme et a dit « Je veux tuer un juif ». Un juif. Je lui ai dit « Je ne suis pas un juif, je suis un Israélien, je suis journaliste ». J'ai dit « Quelles sont ses identités ?» Tu es un juif et je vais te tuer parce que tu es un juif. Et le 7 octobre est arrivé parce que tous les gars dans les kibbutzim et partout, tous les endroits autour sont juifs. Ce sont des juifs. Donc c'est la principale. Notre identité. Et je suis revenu à mon identité parce que j'ai réalisé que si je ne reconnais pas mon identité, je ne serai pas optimiste. Donc, comme cela s'est passé ici en Israël, les gens reviennent au judaïsme, à leur identité. Cela arrivera en Europe. Mais la question est de savoir si cela se fera par la guerre ou par, je ne sais pas, un éveil. Et c'est à chacun de vous qui nous regardez maintenant de faire en sorte que vos gouvernements comprennent. Et c'est une menace pour vous tous. La guerre qu'Israël mène ici est aussi votre guerre. Apprenez de nous. Faites les corrections et vos vies seront épargnées dans ce cas. Tzvi Yeheskele, correspondant pour Ivinte 4, expert du monde arabe et du monde islamique. Merci beaucoup d'avoir partagé vos idées avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je suis Daniel Siman. À la semaine prochaine dans Straight Up sur JNS Télévision. Merci Danny.